Bonjour à tous. Alors vous allez rire, c'est la fin de journée, donc les présentateurs sont fatigués. J'avais complètement oublié en fait que je devais faire le maître de cérémonie pour cette présentation. Donc je s'y arrive. Donc je vous présente maintenant pour finir la journée en beauté Nicolas et Géraud. Voilà. Ils vont venir nous parler Bonjour à de tous. comment on gère correctement ces données quand on est data scientist. Un truc que moi je ne m'étais jamais posé la question, mais bon. À mon avis, il y a une réponse intelligente. Et ça, c'est bien. Allez-y, c'est à vous. Ok. Euh, du coup, pour nous présenter très rapidement, donc Géraud et moi-même Nicolas, on est de l'équipe data de Bordeaux. Et donc, on va vous parler d'un outil qui a retenu notre attention, qui s'appelle DVC, Data Version Control. Et donc, pour résumer très grossièrement, on peut dire que c'est un petit peu le guide du machine learning. Donc, d'abord, je vais vous parler des spécificités d'un projet machine learning. Donc, un projet d'informatique, en général, c'est du code qu'on fixe, donc pour avoir une version d'un logiciel ou d'une application web. Et donc, dans un projet machine learning, on va ajouter à ce code de la data, des paramètres et un modèle qu'on va fixer pour avoir un modèle qu'on va déployer en production. Donc, le code, ça va être par exemple le code pour construire le modèle, le code pour préparer les données, etc. Voilà. On va vous présenter un petit peu une démarche donc qui a à mettre en parallèle avec le DevOps, donc qui s'appelle le MLOps, donc Machine Learning Ops. Et ça va être un petit peu une démarche qui vise à faire en sorte de passer du développement à la production. Donc souvent quand on développe des modèles de machine learning, on va avoir tendance à faire plein de petites expériences. Là, on peut voir, par exemple, essayer une première manière de faire avec un modèle qu'on appelle logistique régression. Puis ensuite, on va changer un petit peu les paramètres. Donc, il y aura V1, V2, et etc., etc. Et ça devient vite compliqué. Et donc aussi, des enjeux du MLOps, c'est de pouvoir collaborer. Donc, il va y avoir toute une équipe de data scientists qui va pouvoir collaborer. Il va falloir mettre en place des outils pour que ça soit possible. Ensuite, il va également falloir pouvoir monitorer donc un modèle qui tourne en production, donc avoir des retours sur ses performances, les résultats, les bénéfices éventuellement, etc. Le modèle qui est en production, régulièrement, on va peut-être avoir besoin de le réentraîner. Par exemple, si on a des nouvelles données ou si on a une nouvelle manière de nettoyer les données, etc. Plus pertinente. On va devoir réentraîner ce modèle et le redéployer en production de temps en temps, enfin régulièrement si possible. Et enfin, on va devoir gérer plusieurs environnements, donc dev, recettes, pré-prod, etc. Donc la démarche MLOps, elle s'appuie sur quatre piliers. Donc le premier, c'est le reproductible. Donc on veut pouvoir réentraîner les modèles qu'on a déployés en production, par exemple, dans les mêmes conditions il faut qu'on puisse rentraîner les modèles dans les mêmes conditions qu'ils ont été entraînés, donc c'est-à-dire avec les mêmes données, avec pas d'aléatoire en fait. Il faut qu'ils soient justifiables ces modèles, donc savoir d'où vient un modèle, donc son historique, qui a travaillé dessus. Euh, ouais, bon, c'est déjà pas mal. Il va falloir collaboratif. Il faut qu'une équipe puisse travailler en collaboration asynchrone dessus, pour être plus efficace. Et donc, il faut que la collaboration se passe le mieux possible, forcément. Et enfin, le dernier pilier, c'est il faut que ça soit continu. Donc, on ait un déploiement continu et qu'on puisse aussi monitorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement de ce modèle en production. Pour ce qui est du MLOps, on a tout un ensemble d'outils qui peuvent aider à aller dans cette démarche. Donc, il y a un lien pour cette map si ça intéresse des gens. Mais bon, là, on voit qu'il y en a beaucoup. Et on va se focaliser du coup sur DVC.
Donc, comme j'ai dit, Data Version Control. Donc déjà, c'est un outil open source qui permet donc d'étendre Git avec, en plus du tracking du code, tracking des jeux de données, des paramètres et des modèles. C'est une techno agnostique, c'est-à-dire que c'est pas lié à un langage en particulier, ça peut être du Python, du R ou même du JS ou ce qu'on veut d'ailleurs. C'est agnostique aussi au niveau du stockage. Donc, on peut utiliser des solutions de stockage de un peu tout ce qui existe, de stockage partagé. Et donc, ça prend en charge un peu tous les types de stockage. Avec DVC, on va pouvoir créer des pipelines qui sont très intéressants en machine learning. Donc, il y aura par exemple une étape de nettoyage des données, une étape d'entraînement, etc. Il fournit des outils pour suivre l'évolution des métriques et des paramètres qui sont très importantes en machine learning. Donc, par exemple, si on veut une précision, un certain seuil de précision, on va pouvoir voir quels sont les modèles qu'on a créés qui satisfassent, qui sont conformes à la précision attendue. Et enfin, il peut être couplé à un autre outil qui s'appelle CML, Continuous Machine Learning, donc qui permet d'améliorer la collaboration dans un projet ML et de mettre en place même des chaînes CI/CD. Je passe à la suite. Donc, le principe, c'est comme Git, donc il y a des branches. Il y a une branche master, donc qui est censée comporter des modèles qui sont déployables en production, donc ils ont un score satisfaisant. On peut faire des PR pour valider les expériences, tout comme on fait des PR pour du code. Et puis on peut merger, taguer, et puis faire avancer des branches, les abandonner, les supprimer, etc. Donc là, sur le schéma, on voit par exemple qu'on a le master et on a des branches à chaque fois qui sont donc des expériences, donc avec des progressions, donc avec généralement un score qui augmente. Et puis quand on a un score qui convient, on merge sur le master ou qui améliore ce qu'il y a déjà sur le master d'ailleurs. Du coup, je vais laisser la place à Géraud. Oui, je mets le micro. Voilà. Oui, effectivement. Donc, DVC, en fait, on va le plugger. Quand on va partir sur un projet MLOps, on va avoir à sélectionner tout un tas d'outils en fait qui vont nous permettre de garantir les 4 piliers décrits par Nicolas. Parmi les outils là sur lesquels on va s'appuyer sur la démo, en termes d'analyse, d'outils d'analyse, de machine learning, on est parti sur du R et du PyTorch. On va faire un petit peu de réseau de neurones. En termes de gestion de contrôle de source, on est parti sur Git. Git et GitHub, précisément. Au niveau des tests unitaires, donc si on serait parti sur TestZat. Et pour tout ce qui est le packaging, on aurait fait du Git. En termes de déploiement, donc là, on va utiliser Git et GitHub Action, en fait. Et avec DVC, on va avoir des outils qui vont nous permettre de relancer, en fait, de réexécuter des pipelines. Ensuite, en termes de gestion de modèles et de dataset registry, donc c'est ce qui va nous permettre de persister nos modèles qui ont été entraînés et aussi de persister les jeux de données sur lesquels les modèles ont été entraînés. Donc là, pour la démo, on est parti sur du DVC avec un stockage qui serait centralisé via SSH. Ici, on aurait pu mettre du S3, par exemple. En termes de feature store, donc ça c'est une catégorie d'outils qui permet de centraliser en fait tout le code, tous les traitements qui permettent de transformer les features d'un jeu de données. Donc c'est un petit peu le sujet chaud de 2020-2021 là. Là pour l'instant sur la démo on est parti sur une librairie. On code nos traitements directement dans le projet.
Et enfin, donc on va avoir un certain nombre d'autres outils, tout ce qui est stockage des métadonnées liées au machine learning. Bon, c'est tout ce qui est le paramétrage principalement, mais aussi toutes les métriques qui sortent des modèles. Ça va être géré par DVC, on va voir comment c'est fait. Et pour tout ce qui est orchestration du pipeline, hein, donc là on a un pipeline qui est assez simple, donc c'est DVC qui va se charger de ça. Donc, c'est le moment de faire une petite démo. Donc pour cette démo, donc on est parti d'une compétition en fait sur laquelle on avait commencé à travailler, qui était liée à la reconnaissance de figurines Lego. Hein, donc là, on a fait un notebook qui vaut ce qu'il vaut, c'est assez long. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on a un jeu de données avec des photos de figurines Lego. Hein, donc ça ressemble à ça. Hop. Hop, bon, ça s'affiche pas. Bon, ça s'affiche tout à l'heure. Voilà, c'est bon, c'est un peu long. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc vous avez des images comme ça, et le but du jeu, c'est de s'amuser à reconnaître, à classifier. Donc vous avez du Harry Potter, du Jurassic World, Star Wars. Et vous avez un petit jeu de test derrière, hein, donc qui n'est pas labellisé, et c'est à vous d'essayer de classifier les images. Voilà. Donc on est parti de ça. Et on s'est dit, on va essayer du coup, l'idée, c'est d'arriver à collaborer sur ce projet-là. Donc, on s'est dit, on va utiliser DVC, hein, et tester, voir ce que ça donne. Du coup, on a transposé le code qui vient de Kaggle dans un repo GitHub, hein, donc qui est public, hein, qui est dans Zenica Lego MLOps. Et donc là, ce que je vais faire, donc c'est déjà initialisé un certain nombre de choses qui existent. Et là, ce que j'ai fait, donc là, j'ai switché sur mon terminal. Donc là, j'ai fait un clone tout frais du repository. Ouais. Tu peux zoomer un peu, je pense que c'est pas mal. Ouais. Pas de souci. Comme ça, c'est bon. Voilà. Voilà, donc là, j'ai un clone tout frais. Ok, donc ça ressemble à ça. Donc je retrouve mes fichiers. Tiens, donc j'ai un répertoire data. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans, si je regarde. Voilà, donc ça c'est normal parce qu'en fait, les jeux de données, là, en fait, ils sont gérés, ils sont stockés ils sont gérés par un DVC, donc sur mon stockage distant accessible via SSH. Et donc du coup, pour le récupérer, je commence par faire un DVC pool. Hop, non, faire un petit conf shell d'abord. Conf shell, voilà. Donc là, je suis dans mon virtual env. Donc là, je vais faire mon DVC pool. Et donc là, on voit, alors l'affichage est un peu pété, mais hop, je vais essayer de le remettre un petit peu plus, un petit peu mieux. Hop, non, ça change rien. Bon, en gros, si je reviens un petit peu en arrière, là, on voit, en fait, il allait récupérer sur le serveur distant le jeu de données. Donc, si je vais voir dans mon répertoire data, on voit que j'ai un répertoire qui a été ajouté là, donc le data Lego classification. Et on retrouve en fait notre jeu de données. Donc, si je vais voir ce qu'il y a dedans, je fais un gthumb, on va aller voir vite fait, tac, juste pour vous montrer. Harry Potter, voilà, donc je retrouve. J'aime bien mes images Harry Potter qui ont été récupérées. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un répertoire prepared, donc il était tout à l'heure aussi, mais tout à l'heure il était vide. Et donc là, on voit qu'en fait, il a été rempli. Alors, comment ça se fait? Donc, si je fais, j'ai une autre commande dans DVC, qui est DVC DAG. Alors, c'est un peu pété. J'essaie de l'eau. Ah, ouais. Hop. Voilà, je vais en faire comme ça. Tac. Hop, voilà. Alors, j'ai une petite pop-up là qui me gêne. Là. Donc, on a une commande qui s'appelle DVC DAG et qui permet en fait d'afficher le graphe d'exécution. Hein. Donc, comme disait Nicolas, DVC va permettre de déclarer des pipelines de traitement de données. Et donc, avec la commande DVC DAG, vous pouvez afficher par où va passer la donnée. Donc, on voit, on a une première étape, load data.
qui produit un certain nombre d'outputs qui vont être utilisés par la phase prepare data. Et ensuite, dans la phase prepare data, on va avoir une partie des outputs qui vont passer dans la phase de train. Et ensuite, on finit avec une phase d'evaluate qui prend ce qui sort du train et ce qui sort du prepare data. Hein, donc là, comme ça, on se dit, effectivement, le load data, il va extraire les features. Le prepare data, en fait, il va faire un split du jeu de données. Il va créer le jeu d'entraînement et le jeu de test. Le train, il va prendre le jeu d'entraînement et il va entraîner un modèle. Et en sortie, on aura un modèle qui va permettre d'évaluer le modèle sur les données de test. Donc, si on va voir, je retourne là au niveau du repository, donc au niveau du code source. Donc là, on a un certain nombre de répertoires, mais on a un répertoire SRC qui contient des différents scripts qui correspondent aux quatre étapes du pipeline. Le pipeline, il est défini dans un fichier YAML. Donc, il s'appelle le dvc.yaml. Bon, ça ressemble à ça. Donc, vous enchaînez vos étapes. Donc là, on a un exemple avec la commande prepare data qui, derrière, en fait, lance cette commande-là. Et on indique les dépendances de cette commande-là. Donc, le prepare, il a en dépendance ce jeu de données-là, donc Lego minifigure classification, et ce script-là. Donc, dès que la donnée en entrée va être modifiée ou le script va être modifié, en fait, on va pouvoir relancer le pipeline de données. Et donc là, ensuite, on spécifie les paramètres. On verra après, on pourra afficher le suivi des paramètres d'une étape à l'autre. Et on spécifie ce qui sort de cette étape-là. Alors après, vous avez un outil en ligne de commande qui est dvc run, qui permet de paramétrer le pipeline. Donc voilà, donc là, en local, j'ai récupéré mes données. Et donc, ce qu'on fait généralement, on fait un dvc repro pour reproduce. Et donc, ça va essayer de reconstruire le pipeline, de réexécuter le pipeline. Alors là, ce qu'on voit, donc on retrouve les différentes étapes, load, prepare, train, evaluate. Donc, il me dit que rien n'a changé. Effectivement, donc j'ai fait le dvc pool, donc j'ai récupéré toutes les dernières données à jour, y compris le modèle qui a été calculé. Et donc, comme j'ai fait aucune modif du code source, il ne va rien modifier. Mon pipeline, il est aussi paramétré. Donc je vais avoir un fichier qui s'appelle param.yaml. On va zoomer un petit peu. Dans lequel je définis tous les paramètres, donc les fichiers d'entrée et de sortie. Donc ça va être utilisé par les scripts. Et notamment, au niveau de mon script d'entraînement, j'ai un certain nombre de paramètres que je peux spécifier. Bon, là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est, par exemple, modifier le nombre d'époques pour essayer d'améliorer le score et voir ce qui se passe. Donc, si je fais un dvc repro, et donc là, voilà, là, ça change de ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, il nous a dit bien que il réexécute l'étape de train. Et du coup, il va réexécuter toutes les étapes suivant cette étape-là. Donc là, ça va prendre un petit moment. Donc du coup, j'ai rebasculé sur la partie GitHub pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on a intégré CML qui va en fait prendre ce qui sort de l'exécution de pipeline et remplir en fait les pull requests. Donc là, j'ai quelques exemples de pull requests. Donc ça, c'est celle de ce matin pour vérifier que ça marchait bien. Heureusement, parce qu'il y avait des petits soucis, c'est pas grave. Mais là, on voit, par exemple, j'ai une PR, VGG16 Experiment. Donc là, j'ai un user qui s'appelle Giroster qui veut merger sur main la branche VGG16. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dedans? Toc, toc, toc. On voit, voilà, on a cette partie-là qui est rajoutée là par CML, en fait, où on voit, par exemple, le rapport de l'évaluation du modèle qui a été entraîné sur cette branche-là. Donc, on voit le score. Donc là, on n'a pas l'ancien score, puisque je pense que ça va correspondre à un premier entraînement. Ce qu'on peut voir aussi, là, ici,
c'est voir les paramètres qui ont été modifiés. Donc c'est pas mal, on voit, voilà, j'ai modifié le batch size. Ah tiens, là ici, j'ai rajouté un nouveau paramètre. J'ai modifié le nom d'époque. Et on peut aussi rajouter des visualisations. Hein, bon, là, j'ai mis une matrice de confusion bon, qui est pas très jolie. C'est pour illustrer le propos. Et donc voilà. Et donc ça, à partir de ça, donc ça c'est généré automatiquement en fait. Hein, quand je vais faire ma PR, hein, bah derrière en fait ça va déclencher une GitHub Action. On va aller voir ici. Hein, donc là on voit tous les workflows hein, qui ont été exécutés. Toc, toc, toc. Et donc voilà. Alors juste, j'entends que le ventilateur mouline à fond. On va voir où il en est. Bon, on verra pas. Hein. Ce que je peux faire... Non, bon, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Toc, toc, toc. Si, juste pour faire un petit crochet sur la partie justement GitHub Action, donc comment on définit notre workflow. Toc. Je vais cliquer. Donc là, il y a, effectivement, donc là, on définit le nom du workflow. C'est pas forcément intéressant. Donc ici, donc en parallèle de ce projet, ben, on a défini donc une image Docker. Hein, on construit une image Docker qui contient ben, tous les outils qui nous permettent d'exécuter notre pipeline. Toc, 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 ça on passe un petit peu. Là, on configure donc le repo token. Hein, donc c'est ce qui va être utilisé après par CML ben, pour envoyer le rapport, pour attacher le rapport à l'APR. Ensuite, ben, là, on a les credentials Kaggle, si jamais il y a besoin de récupérer en fait les données, le jeu de données sur Kaggle. Ensuite, ben, là, on a toute la configuration. Donc là, on initialise le repository. Je passe rapidement là-dessus. Ensuite, on fait notre DVC pool ben, pour récupérer toutes les données. On fait un DVC repro. Et en sortie du DVC repro, ben, on construit notre rapport. Hein. Et le rapport, en fait, c'est un fichier Markdown, hein, format Markdown. Hein, après, il doit y avoir d'autres formats qui sont supportés aussi. Donc là, vous voyez, donc je mets le titre hein, avec les deux dièses. Ce qu'on fait ensuite, c'est on utilise la commande DVC métrique diff qui permet ben, de récupérer l'évolution de la métrique hein, par rapport à un commit donné. Et donc là, ça permet de comparer du coup le score du modèle avec bah, le score du modèle qui est sur la branche main. Pareil, ensuite, on utilise la commande DVC params hein, qui permet d'avoir l'évolution des paramètres par rapport à une branche, donc ici par rapport à la branche main aussi. Et ensuite, on termine avec l'intégration de l'image, confusion matrix. Donc, confusion matrix, en fait, c'est un fichier. Hein, si on va voir dans le pipeline, dans la définition du pipeline DVC, c'est un fichier en fait qui est généré par l'étape d'évaluation. Voilà. Et enfin, une fois qu'on a fini le rapport, et ben on l'envoie avec la commande CML send. Je regarde juste. Donc voilà, donc là j'ai mon entraînement qui est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais B, T, Z, je vais hop, add point. Hop, je vais faire un DVC push pour pousser mes modifs. Hop, je vais. J'ai commité ou pas? Je vais. Hop. C'est quoi ma branche? Voilà, on va vite créer une PR. Top. Donc là, je suis allé un peu vite, hein, je n'ai même pas vérifié si j'avais amélioré le score. Bon, c'est pas grave, on va laisser les copains faire. Du coup, hop, il y a une nouvelle branche. Je vais créer ma PR. Donc normalement, il faut laisser un commentaire. Hop. Tac. Et donc là, voilà, donc là, il va y avoir un build hein, qui va se générer. Donc derrière, il va faire le DVC repro et générer le rapport. Donc là, ça va prendre un petit moment. Et donc, une fois que le check sera passé, bah, du coup, je vais pouvoir échanger avec mes collaborateurs hein, pour voir ce qu'ils pensent
du modèle que j'ai fait et voir s'ils acceptent ou pas la PR. Voilà. Toc. Donc là, c'est encore en train de chauffer parce que le runner il est en local. Voilà pour la démo. Donc du coup, pour essayer de rattacher les piliers du MLOps avec l'ensemble d'outils là qu'on a utilisé, qu'on a mis en œuvre, hein, pour toute la partie reproductible, hein, donc avec le DVC Pool et DVC Repro, hein, ça permet de se mettre à jour, de se synchroniser sur les jeux de données et sur les modèles qui ont été générés par les petits copains. Et avec DVC Repro, on peut s'assurer que le build est bien reproductible en local. En local et en fait, peu importe l'endroit où on récupère le code source. Justifiable, déjà avec Git, hein, on va avoir tout l'historique des modifications qui ont été faites sur le projet. Avec les branches, on va pouvoir cibler plus facilement les différentes expérimentations. Et ensuite, on a les outils fournis par DVC. Donc, DVC Param qui va permettre de suivre l'évolution des paramètres d'une branche à l'autre ou d'un commit à l'autre. Et le DVC DAG qui va permettre d'afficher l'exécution, le flux d'exécution des données. Le mode collaboratif, on va l'avoir alors avec DVC Remote qui va permettre de gérer différents référentiels de données distants. Hein, et donc du coup, avec DVC Push et Pull, on va pouvoir partager facilement les modèles de données et les données elles-mêmes. Et enfin, avec CML, hein, l'outil CML qui rajoute cette partie reporting au niveau des PR, dans GitHub ou dans GitLab. Et enfin, l'aspect continu, on l'a avec Git, GitHub et du coup là avec GitHub Action, hein, qui permet de rebuilder régulièrement les différentes branches. Et ensuite, avec DVC métrique, on va pouvoir monitorer l'évolution de la performance de notre modèle au fur et à mesure des différentes expérimentations. Et voilà. Je pense qu'on est bon. Merci pour cette présentation, c'était extrêmement intéressant. Donc s'il y a, alors je vais pas le chat, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez aller dans la zone QA qui est juste en bas de l'estrade et Jérôme et Nicolas vous retrouveront là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de questions, n'oubliez pas qu'il y a l'événement surprise de Marie qui a démarré. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma faute, c'est moi qui vous ai fait commencer en retard. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci à tous. Et merci à vous. Salut. Salut.